merci pour cette présentation très généreuse qui fait qu'augmenter mon sentiment d'imposture, puisque pourquoi quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur les politiques de l'environnement en Afrique se retrouve à vous en parler et comment je me suis retrouvée dans cette situation embarrassante avec en plus tout un ensemble de spécialistes du développement qui sont plutôt les gens qui m'ont appris des choses sur ces questions. Donc c'est pas une claquette formelle, je me suis retrouvée dans un traquenard, pour le dire vite, parce que ma collègue Florence Weber à l'ENS, dont j'adore le travail, me dit « Je monte un séminaire sur l'ethnographie économique des politiques publiques et je voudrais qu'on réfléchisse à l'environnement. » Et donc on se met à discuter dans le couloir. Je dis « Oui, c'est vrai que je pense que sur les terrains africains, en fait, ça doit marcher un petit peu comme les politiques de développement. Et ah oui, si je pense à telle thèse que j'ai vu passer. » Voilà. Et donc on a discuté 10 minutes dans un couloir et elle a bombardé mon nom dans un séminaire qui suivait un mois plus tard. Donc je panique à bord, je me suis dit je vais essayer d'en faire quelque chose, j'ai rassemblé 2-3 idées, 2-3 lectures, j'étais quand même pas tout à fait convaincue, mais quand du coup on me demande ici de faire une intervention l'après-midi en plus de celle de ce matin, je me dis bon peut-être que je vais essayer de fabriquer un survey sur ces questions, mais je vous demande, et c'est pas une clause, je vous demande vraiment de l'indulgence parce que en plus je pensais qu'il y aurait peut-être un peu plus de politiste à qui je pourrais parler d'Afrique, et en fait non, je vais me retrouver face à des gens qui ont des terrains bien plus longs que le mien en Afrique et sur les questions agricoles en particulier, donc je suis pas hyper confortable, malgré tout, si j'essaie de faire sens de cette situation dans laquelle je me retrouve. Il y a quand même une raison, c'est comment des gens qui entrent sur les terrains africains par des ONG, au bout d'un moment finissent par se poser la question du gouvernement, très clairement. Quand je commence à travailler sur les ONG humanitaires, mon entrée au départ c'est militantisme et un peu sociologie de l'international. Et au bout d'un moment je me dis, en fait je me souviens très bien d'avoir utilisé cette expression dans le travail humanitaire, c'est des fragments de politique publique que j'ai sous le nez. Et c'est à partir de ces outils-là qu'il faut que je réfléchisse à ce que c'est que l'action publique. Alors, tout ça est drôle parce que je ne viens pas du tout du secteur des politiques publiques et de l'action publique, mais à un moment, je comprends bien que la question du militantisme n'est qu'un petit bout de ces formes de... Alors, gouvernementalité vous positionne tout de suite d'étaticité, en tout cas de gouvernement des gens, pour le dire aussi bête que ça, qui se déploie sur le continent africain. Et de fil en aiguille, c'est une question que j'ai été amenée de plus en plus à interroger. J'avais monté un séminaire qui s'appelait « Extraversion du gouvernement en Afrique » à Paris 1, où l'idée c'était de dire, justement, si on reprend cette idée d'extraversion chez Bayard, c'est-à-dire de penser le recours actif des gouvernants africains, et pas seulement des gouvernants d'ailleurs, à l'international et à une situation malgré tout inégale à l'international, mais dont on peut saisir malgré tout des prises et des ressources pour éventuellement consolider localement du pouvoir. Voilà, en gros, comment on pense la dépendance sans être dépendantiste. Ça fait malgré tout sens, et c'est congruent aussi avec des façons aujourd'hui, en sciences politiques ou disons de façon générale dans les réflexions sur l'action publique, de non seulement dire que la décision c'est souvent plus compliqué que de la décision justement, qu'il faut trouver des façons d'analyser la question de la street level bureaucratie ou la territe level bureaucratie dans tout un ensemble de rapports à l'État et au gouvernement. Alors, j'ouvre une parenthèse sur justement un travail dont la translation dans le temps peut être utile, je pense à pas mal de monde. Le même Lipski qui écrit Street Level Bureaucratie pour parler du pouvoir discrétionnaire au guichet dans l'État, c'est celui qui fait avec Smith, Stephen Smith, je pense, une dizaine d'années plus tard, Non-Profits for Hire, organisation non lucrative à louer, qui pour le coup a été ma façon d'entrer un peu dans ces questions. Qu'est-ce que c'est que Non-Profits for Hire? Lipski et Smith travaillent sur les États-Unis et travaillent sur ce moment où les pouvoirs américains, le gouvernement américain, encourage ce qu'ils appellent 1000 points of lights. 1000 points of lights, l'idée qu'il y aurait dans le pays, au travers des associations, des non-profits, plein de petites lumières, et que c'est merveilleux parce que c'est la société civile, qui veulent aider les gens, et que ça serait des canaux très pertinents pour faire transiter l'argent et la fourniture de services aux populations. Et Lipski et Smith, que j'avais découvert, je pense, par un bouquin de Marc-Henri Soulet sur ces questions de fourniture de social par les associations, disent, oui, la petite différence quand même, c'est que les 1000 points of light ne se distribuent pas de la même façon que des guichets étatiques
sur un territoire et qui brouille par ailleurs considérablement le rapport à l'État, puisque ce n'est pas un fonctionnaire que vous avez face à vous, c'est un do-gooder ou quelqu'un qui est persuadé qu'il va faire le bien, etc. Et ça a été un des outils, pour le coup, à la frontière de la science politique et de la sociologie, un des outils qui pour moi a été les plus utiles pour penser ce que sont les transformations de la fourniture de services. C'est comme ça que je me suis mise aussi à lire les travaux sur modèle résiduel de protection sociale, toujours dans mon point de départ qui était l'humanitaire, modèle résiduel de protection sociale plutôt de type libéral, comment on rattrape les gens qui sont en bas par rapport à des modèles contributifs et universels qui couvriraient tout le monde, et là encore, qu'est-ce que ça signifie? Bon. Donc, malgré tout, ça a fait sens, effectivement, dans la façon dont j'ai pu moi-même un peu dériver théoriquement, de découvrir une partie de cette littérature qui donc n'est pas seulement la littérature du guichet, parce qu'on se limite souvent au Lipski du guichet et au pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire, mais de justement la décomposition du guichet. Bien souvent, on aimerait bien savoir où se trouve le guichet et comment et Lipski écrit à un moment où il ne parle pas tant que ça de New Public Management, mais comment, paradoxalement, la standardisation dans ces univers-là peut aboutir à du moins 10 ans, puisque les financements étatiques qui vont transiter par ces acteurs fournissant des services vont se caler sur le standard qui déterminera leur financement, et parfois on va avoir des non-profits qui fournissaient un service de meilleure qualité quand ils n'étaient pas des sous-traitants de l'État, parce qu'ils pouvaient choisir justement un standard de qualité éventuellement plus haut, et qu'à partir du moment où ils sont financés, ils vont être financés avec un calcul du type un camp de réfugiés, c'est tant de litres d'eau par personne, tant de... etc. Donc il y a eu ça qui a été, je pense, quelque chose d'assez significatif sur un bouger dans une trajectoire de recherche, pour le dire vite. Le fait, évidemment, de s'intéresser à tout un ensemble de travaux, j'y reviendrai dans la dernière partie de mon intervention, tout un ensemble de travaux qui reviennent de façon très concrète sur ce qu'on appelle l'appropriation de l'aide. Je pense à la thèse d'Isaline Bergamaschi, par exemple, sur la délivrance ou le financement de l'aide internationale au Mali et comment ça se passe. Les travaux de Graham Harrison, que j'ai découverts par la lecture de Bergamaschi aussi, sur ces formes de gouvernementalité par le financement international et par des populations qui, au sein de l'État, deviennent extrêmement alignées sur les standards des bailleurs de fonds. C'est-à-dire que l'État n'est pas plane, l'État n'est pas régulier, et il faut comprendre ce que c'est aujourd'hui que la géographie des ministères des Finances sur le continent par rapport à des secteurs de l'État où on trouvera, à l'inverse, peut-être un peu plus de gens dans certains pays qui auront été formés dans des pays de l'Est et qu'on relèguera dans un ministère un peu plus technique par rapport à des ministères centraux où on a des gens en cravate très formatés Banque mondiale quand ils y sont passés ou qui sont passés effectivement par des carrières plus financières et qui ont complètement intégré finalement la critique de l'État, l'adhésion au néolibéralisme qui, pour le coup, n'est même pas imposé au sens où eux-mêmes en sont souvent les premiers turiféraires. Bon, ça veut dire aussi que c'est un peu comme ça que on revient sur ces choses classiques, là encore, en sciences politiques de l'action publique, qui sont ces solutions en quête de problèmes, ces solutions déjà prêtes et qu'il s'agit de déployer face à des problèmes. Ça veut dire aussi que, voilà, on se met à lire des choses, évidemment, sur l'ajustement structurel et la dette, qui permettent tout d'un coup de se dire, tiens, ce qui arrive en Grèce, j'ai déjà vu ça quelque part ailleurs. Ça veut dire aussi que, non seulement la question du New Public Management, mais celle des instruments de l'action publique, de façon générale, évidemment, on la découvre un petit peu comme ça. Voilà, je me souviens que... j'ai découvert ce qu'on allait vivre au sein de la recherche, par exemple, parce que je pense que c'est des questions qui se posent pas seulement dans le gouvernement au Sud, mais dans le gouvernement partout aujourd'hui. J'ai le souvenir de la fatigue des humanitaires faisant leur compte-rendu pour ECHO, pour telle délégation de l'Union européenne, et l'espèce de fatigue de devoir de plus en plus remplir et faire des rapports qui résonnent effectivement très fortement avec ce que sont aussi les transformations du gouvernement qui nous affectent aussi. Donc voilà, c'est ça malgré tout qui faisait que je me disais que peut-être vaguement on pourrait essayer de tirer des fils vers l'environnement, même si, je le répète, je n'ai pas travaillé sur les politiques de l'environnement sur le continent, mais bon, sur ces questions un peu bottom-up. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'homogénéiser
l'Afrique, une Afrique sahélienne qui voit descendre l'ISOIET 500, une Afrique des forêts qui va se positionner sur le marché de la préservation des puits de carbone, une Afrique industrielle type Afrique du Sud, structurée historiquement par la question extractive, un delta du Niger ravagé par la pollution, des petits États bénéficiant du tourisme menacés par la montée des eaux, ou l'expérience, pour le coup presque physique, de ce que c'est que quelqu'un qui arrive dans une grande métropole africaine et qui va être l'expérience du groupe électrogène, ou plus récemment en brousse du panneau solaire chinois en général, ou des questions d'inégalité énergétique et de circulation de véhicules en fin de vie dans les centres urbains, ou de circulation d'eau, pour toucher à des problématiques environnementales. Bon, il ne faut pas homogénéiser, et en même temps, il y a bien à la fois et une pensée de l'État et une pensée du développement et de la nécessaire croissance, et de ces politiques publiques sous régime d'aide qui, en tout cas, fait sens et circule sur le continent. Et c'est peut-être la seule chose qui rend pertinente de parler des politiques de l'environnement en Afrique. Avec cet aspect aussi un petit peu ironique et bien connu, qui est que, vu la faible contribution de l'Afrique au réchauffement climatique, pour prendre un exemple central, on voit bien que dans les négociations internationales, ce qui se joue pour le continent n'est pas ce qui se joue pour les autres. C'est plutôt effectivement de dire, ben voilà, en quoi nous payez-vous pour les dégâts qu'on va subir d'abord, et pour limiter notre croissance. Ce qui me frappe malgré tout aussi, quand je me suis mise à me dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire sur les politiques de l'environnement en Afrique, c'est malgré tout que, d'une certaine façon, j'ai le sentiment que dans la façon de problématiser les trajectoires du politique en Afrique, il y a peut-être eu, avant que ça se fasse, peut-être un peu plus dans d'autres façons de penser les trajectoires du politique ailleurs. J'ai l'impression que la question environnementale, elle a toujours été présente, même si on ne l'appelait pas comme ça, qu'on l'a problématisée en termes de questions paysannes, rurales, mais voilà, on feuillette les premières pages du livre de John, je n'ai jamais su si on disait « I Life, We Live », sur voilà, les Africains, l'histoire d'un continent. C'est vraiment une entrée très structurée par le rapport à l'environnement, le rapport à la pénétration du territoire, le rapport aux parasites, le rapport à plein de choses, d'une façon que je trouve peut-être plus présente et prégnante finalement que dans des façons de poser les trajectoires du politique ailleurs. Sans compter évidemment ensuite ce qui sera de l'ordre de l'attention aux ressources sur le mode pillage colonial des ressources. Alors, au-delà aussi de tous ces récits croisés sur une Afrique imaginaire, proche de la nature, une Afrique menacée par le land grabbing qui serait que occidentale, les discours sur les réfugiés climatiques, sur le mode les migrants ne viendraient que, ou viendraient beaucoup déjà du fait des dégâts climatiques, j'avais envie de commencer en fait par 4 petites histoires. C'est vraiment des anecdotes, là encore, pardonnez-moi si ça vous paraît bêtassou, mais je trouvais qu'il y avait 4 petites histoires qui posent bien finalement 4 façons de réfléchir à ce que politique et environnement entremêlent sur le continent. Il y en a une première qui est anecdotique et pas tout à fait à la fois, qui dit quelque chose des pensées, du développement des femmes, de la façon dont le Nord peut considérer le Sud. C'est, vous savez, la visite de Ségolène Royal au Sénégal au moment de la campagne présidentielle 2007. On est à la fin de l'année 2006, Ségolène Royal se rend au Sénégal, elle est candidate à l'investiture du PS, et elle annonce avec Abdoulaye Wade que va être lancé un grand projet à l'égard des industriels pour la mise au point de réchauds solaires dans les villages. Ségolène Royal explique que c'est ce qui va permettre aux femmes d'avoir plus de temps puisqu'elles n'iront pas chercher du bois, etc. Alors ça suscitera, et que ça permettra de l'énergie gratuite, ça suscitera une ironie assez vacharde dans un éditorial de politique africaine sur le fait que vraiment, en gros, cette pauvre femme n'avait rien d'autre à proposer et à penser que ces pauvres réchauds solaires. Et en même temps,
Alors j'entends l'ironie au sens où il y a une espèce de petite utopie technique, une solution à un problème, et en même temps, voilà, la simple histoire du réchaud solaire, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, très problématisé dans les camps de réfugiés. Il y a toute une réflexion dans les mondes humanitaires sur la contrainte de recherche du bois, la solution qui serait, pour pas risquer de s'éloigner, de contribuer à la désertification, d'être violé si on va trop loin, etc. Ça dit aussi quelque chose de comment les Africains sont très souvent détruits comme n'ayant d'autre choix que de détruire leur environnement pour survivre. C'est-à-dire qu'il y a une narration quand même qui est très particulière ici, ça a été rappelé aussi par pas mal de monde, l'idée que quand même la dégradation de l'environnement de l'Afrique, c'est beaucoup ces Africains qui ne savent pas trop quoi faire, sont contraints par la pauvreté, par plein de choses, et qui attaquent leur environnement, et qui auraient des solutions techniques à ça. Deuxième vignette, Larry Summers, l'Afrique n'est pas assez polluée, décembre 91. Vous vous souvenez peut-être, pour spécialiste du développement de ce moment, où cet économiste en chef de la Banque mondiale, en décembre 91, écrit dans un mémo que quelqu'un fera fuiter de la Banque mondiale que, en fait, la Banque mondiale devrait activement encourager le déversement de déchets toxiques dans les pays du Sud, et notamment en Afrique, notamment dans les pays sous-peuplés en Afrique, parce qu'ils sont underpolluted, et quel besoin de s'intéresser de toute façon au cancer de la prostate quand l'espérance de vie est bien inférieure à l'espérance qu'on atteindra. Enfin, voilà, l'âge auquel on risquerait un cancer de la prostate. Alors ça fera quand même légèrement scandale, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pouvait encore dire en 91, pour le coup, que j'imagine moins qu'on puisse voir fuiter ou dire aujourd'hui. Ça dit quelque chose aussi d'une façon économique de problématiser des questions d'externalité, de décision, de la pollution nécessaire au nom de la croissance versus... Troisième vignette aussi, c'est tout récent, vous avez peut-être vu passer ça, le Fonds mondial pour la nature, le WWF, qui est mis en cause par l'ONG Survival devant l'OCDE dans une affaire de grave violence commise par des équipes locales de lutte contre le braconnage sur des pygmées. Baka, au Cameroun. Voilà, des choses assez graves où il y aurait eu des brutalités extrêmement importantes au nom de la lutte contre le braconnage, donc commises par des patrouilles de lutte contre le braconnage, qui sont des gens donc salariés, des équipes locales salariées par le WWF, et donc avec des violences physiques, des menaces, des objets, des incursions dans des domiciles. On parle même sur 20 ans en fait de mort. Et là, ça introduit un autre aspect qui est la dimension. Alors, WWF dit qu'on prend ça très au sérieux, hein, mais ça introduit un autre aspect qui est pour le coup une des choses qui ressort dans une partie de la littérature, qui est la dimension potentiellement extrêmement coercitive de ce que sont une partie au moins des pratiques de conservation et la façon dont elles se déploient territorialement. Et là encore, il me semble que la règle, c'est pas de dire est-ce que c'est de l'État ou pas, mais quelles sont les formes, pour le coup, d'exercice de la violence sur des territoires et à l'égard de populations, et ça c'est du politique, quels que soient les acteurs évidemment qui l'exercent. Dernière évocation, ce film dont on a beaucoup parlé, Le cauchemar de Darwin, qui est là encore, qui a donné lieu aussi d'ailleurs à une vigoureuse mise en cause dans politique africaine, et qui est ce film qui finalement va faire une espèce de démonstration de la combinaison de l'horreur écologique et l'horreur politique. Et qui va être lu et consommé comme ça, puisque ce film, qui sort en 2004, il prend pour argument de départ les trafics autour de l'aéroport de Mwanza, en Tanzanie, sur les bords du lac Victoria,
sur les dégâts causés par l'introduction de la perche du Nil, son commerce devenu florissant, et il y a toute une espèce de chaînage dans le film sur l'idée que ce boom commercial favoriserait une urbanisation intense et brutale, prostitution, sida, violences diverses, voire trafic d'armes, et ainsi de suite. Et il y aura ensuite tout un ensemble de spécialistes du continent africain qui viendront plutôt ouvrir des contre-feux en disant « mais enfin c'est pas possible d'avoir une description aussi misérabiliste, aussi biaisée de certains aspects de ce qui se passe là-bas, sans dire que c'est le rêve, mais l'affiche du film est véritablement dans l'hypothèse du lien entre l'horreur politique et écologique, puisque l'affiche du film, c'est la silhouette d'une Kalachnikov avec une arête de poisson. Et donc cette idée finalement que ces malheurs-là de l'environnement auraient des effets directement politiques. Alors, d'une certaine façon, ces 4 cas, ils évoquent beaucoup un regard du Nord sur l'environnement sur le continent. Ils disent beaucoup comment on se représente l'environnement sur le continent, l'environnement, le financement par l'international, WWF, les acteurs sur lesquels on va s'appuyer, des équipes locales, salariés, pas forcément des représentants de l'État. Alors, ça serait oublié qu'il y a tout un ensemble de luttes sociales qui ne sont pas forcément posées dans le registre de l'environnement, au sens où on n'est pas face aux politiques internationales de défense du climat, mais qu'on pourrait très bien requalifier en disant mais ça aussi c'est relatif à l'environnement, sauf que c'est pas l'environnement au sens la nature préservée. Si on pense à ces mouvements qui allient la question de la moralisation politique en même temps que celle d'un milieu urbain supportable, cette s'étale au Sénégal, le ballet citoyen aussi d'une certaine façon au Burkina, les luttes autour de l'accès à l'eau en République sud-africaine, tout un ensemble de luttes locales contre des décharges et des déchets. Alors ça, de façon très frappante, c'est cadré lutte urbaine, pas lutte environnementale, ce qui pose là encore question sur quel est l'environnement dont on parle finalement quand on parle d'environnement. Est-ce que c'est aujourd'hui les politiques climat en particulier ou est-ce que ça pourrait pas être plus large. Ce qui me frappe, c'est que, alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit bien que ce soit au nord comme au sud, d'ailleurs, les politiques de l'environnement, c'est quoi par rapport à d'autres politiques? C'est des politiques assez tardives par rapport à d'autres, par rapport à des politiques d'industrialisation ou tentatives d'industrialisation, assez tardives, fortement appuyées sur des financements internationaux. Et d'une certaine façon, quand Pierre Lascoum, en sciences politiques, dans l'éco-pouvoir, dit finalement la naissance des politiques environnementales en France, c'est un ministère faible qui, comme il est faible, doit aller chercher une partie de ses ressources, son expertise ailleurs, sur des acteurs identifiés comme ONG ou autres. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, me semble-t-il, à l'échelle du continent africain. Et en même temps, on voit bien que le problème, c'est qu'on parle, c'est une porte ouverte, enfin une porte ouverte, enfoncée, mais on parle évidemment de 3 choses. Là, on parle de l'environnement tel que le pensent des acteurs qui mènent spécifiquement en fait, des politiques, soit de façon générale relatives au climat, soit de façon spécifique relative en fait, à la nature, dans un périmètre étroit, plus étroit qui sera faune, flore, gestion des parcs. Donc l'environnement désigné comme environnement. Mais en fait, on pourrait évidemment repenser toute une partie des politiques de développement comme relevant évidemment de l'environnement, les politiques d'accès à l'eau, de sanitation, de transport, dans un continent qui historiquement a été structuré par une opposition Afrique utile, inutile, tout un ensemble de ces politiques de développement en fait. On peut les penser comme des politiques d'environnement. Et puis, il y a la façon dont on peut construire ça aussi, du point de vue des sciences sociales, à partir, disons, d'un point de vue matérialiste qui s'appuierait sur ce qui est à peu près stabilisé du côté des sciences dures. Je pense, en fait, un livre qui m'a beaucoup frappé ces dernières années, qui est le livre de Timothy Mitchell, Carbon Democracy, qui est ce livre dans lequel Mitchell interroge les trajectoires du politique en Occident à partir de la matérialité et de l'organisation des énergies qu'on consomme. Pourquoi Carbon Democracy? Parce que la particularité du carbone, c'est que c'est pas fluide et ça circule pas dans des carbonducs, pour l'instant en tout cas, et que en clair, le charbon, historiquement,
a contribué, si on peut le dire comme ça, à la structuration du mouvement ouvrier en Europe et à la demande d'extension de droits politiques. Parce qu'une mine, ça se bloque assez facilement quand c'est central dans l'approvisionnement en énergie d'un pays. Et que, du coup, le groupe qui s'adosse à la production ici peut réclamer des droits. Et qu'à un moment, à l'inverse, c'est drôlement pratique de trouver une énergie liquide et plus facilement transportable par des oléoducs ou sur des bateaux, qui va être le pétrole, et qu'on va aller en plus chercher dans des régimes autoritaires dans lesquels, du coup, on ne va pas s'embêter avec la démocratie, qui permettent de contourner le groupe ouvrier. Et c'est encore mieux quand on a du nucléaire, parce que là, on va juste importer effectivement un peu de ce minerai, et on dépendra encore moins de l'instabilité géopolitique autour du pétrole ou du fait que certains pays du Sud, à un moment, s'amuseraient à bloquer la production, monter les prix, etc. Alors, Mitchell s'est fait reprocher, évidemment, un côté un peu robustement matérialiste de son propos. Moi, je trouve que c'est malgré tout un des livres hyper passionnants des dernières années sur la façon de penser l'arrimage entre l'accès à l'énergie et la constitution de groupes sociaux et la revendication de droits et les trajectoires du politique. Et je pense qu'on pourrait vraiment, de la même façon, s'interroger sur ça. C'est-à-dire que l'environnement, c'est pas seulement, comme le dit Lascaux, une nature travaillée par le politique. L'environnement, c'est une nature qui, quand elle change, travaille aussi le politique. Du coup, à partir de là, à partir de ces choses venant un peu d'interrogations diverses, j'ai essayé de réfléchir à organiser peut-être de trois idées, à partir de 4 points. Sur lesquels je serais peut-être inégalement longue, 4 points qui seraient, d'une part, comment on pourrait relire, ou comment a été relu de fait, l'histoire de l'État et du gouvernement en Afrique au prisme de la question environnementale. Je reviendrai dans un deuxième point sur la longue histoire de la conservation et de sa dimension coercitive et ségrégative. Sur peut-être les différentes natures du développement en situation postcoloniale. Et enfin sur l'intérêt qu'il y aurait tout simplement à penser les politiques environnementales comme d'autres politiques de développement. Alors je reviens sur le premier point, relire l'histoire de l'État et du gouvernement en Afrique au prisme de la question environnementale. Bon, là je ne vais pas vous parler de sciences politiques, je vais vous parler de ce que j'ai découvert récemment qui m'enthousiasme ou qui m'a drôlement intéressée. Moi j'ai découvert Guillaume Blanc tout récemment sur sa comparaison de l'histoire environnementale de l'Éthiopie, des Cévennes et de tel parc canadien dont le nom évidemment ne me revient plus. Le travail de Diana Davis également sur les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb. Et Blanc cite ce Steinberg dans l'American Historical Review qui dit les historiens s'intéressent à la race, à la classe et au genre parce que ces concepts offrent un moyen d'explorer l'histoire de l'oppression. Et Steinberg, effectivement, dit oui, bien sûr, les inégalités de pouvoir s'articulent autour de ces 3 voies, mais elles prennent aussi place, littéralement, se manifestant dans les paysages avec leurs propres attributs écologiques, et en se focalisant sur la façon dont différents groupes sociaux transformèrent la nature et sur la lutte qui s'ensuivit pour organiser cette transformation, on peut créer un passé plus utile, un passé plus pertinent pour la vie des hommes d'aujourd'hui. Comment explorer le politique à partir de cette histoire du rapport à la transformation du monde naturel et à l'environnement. Bon, effectivement, l'histoire de l'Afrique avant la colonisation, elle est souvent décrite à partir de ce prisme qu'on pourrait qualifier d'environnemental. Je ne vais pas développer outre mesure, mais sur la question à la fois de forces productives plus contraintes, de l'utilisation de la houe plutôt que d'autres outils. Il y a quand même tout un ensemble de travaux qui insistent sur la façon dont l'accumulation s'est faite différemment dans plutôt cette idée d'avoir des hommes qu'avoir de la terre, et avec ses répercussions évidemment sur les trajectoires du politique. Alors, là encore, je pense qu'il ne faut pas faire ça de façon pesante, mais ça me paraît de toute façon extraordinairement présent, de la même façon que toute l'histoire de la colonisation, évidemment, elle est décrite aussi comme structurée par des enjeux intégrant, évidemment, la quête des ressources naturelles, mais
c'est pas seulement que l'histoire de la colonisation, elle est décrite aussi comme orientée partiellement par cette quête des ressources naturelles et par comment d'ailleurs elle va structurer le politique, structurer les économies. Mais l'histoire de la colonisation elle-même s'est appuyée sur un récit relatif au déclin environnemental. Un récit relatif au déclin environnemental qui va permettre de justifier l'appropriation des meilleures terres, hein, c'est le propos de Diana Davis, qui reprend tout un ensemble de récits du XIXe siècle tout à fait déclinistes, avec voilà, un tableau typique du XIXe de l'Algérie, c'est une ruine romaine, trois bédouins qui passent au milieu, et on explique que c'est vraiment quand même ces pasteurs qui sont infoutus de respecter l'environnement et qui ont tout ruiné, ce qui aurait été le grenier à blé de Rome. Et donc, il y a quelque chose de très très prégnant hein, et qui vient de loin, pour le coup, sur cette façon de désigner les Africains. C'est pour ça que la référence au réchaud solaire fait référence à ça aussi, de dénigrer les Africains en rappelant à quel point ils sont d'une certaine façon toxiques pour leur environnement. Il y a un extrait dans un texte de Guillaume Blanc de ce moment où, voilà, où Leslie Brown, directeur adjoint du ministère kényan de l'Agriculture et qui représente le WWF, participe à une visite au Kenya en 1963 à la demande de l'administration éthiopienne qui envisage de mettre en place un réseau d'air protégé. Et donc, dans le semaine, il y a une mission d'assistance technique qui arrive et Brown transmet ses impressions à son retour à un employé de l'UICN et dit Ethiopians are, without exception, the most destructive human beings I have seen, utterly feckless and without any regards for the future. Vraiment cette idée que voilà, la destruction de l'environnement vient véritablement des populations éthiopiennes et de leur incapacité. Évidemment, en même temps, bon, là aussi je ne vais pas développer l'histoire du développement en période coloniale, qui, Jean-Pierre l'a bien montré, qui consiste d'abord à nier toute compétence ou toute antériorité des Africains dans les innovations en matière de culture ou autres. En gros, s'ils l'ont fait, ils l'ont mal fait, et donc il faut leur apprendre. Elle va avoir des effets évidents sur la structuration des économies, ce qu'on va importer, ce qu'on va rater ou autre. Alors, je ne développe pas davantage sur ces points. Je mets de côté éventuellement les discussions qu'on pourrait avoir sur les théories de l'État rentier. J'y reviendrai un peu plus tard. Ou sur voilà, les pratiques de décharge que les politistes aiment bien évoquer, notamment au sujet de l'État indépendant du Congo. Quels sont les types de gouvernements territorialisés qu'on observe en particulier dans l'État indépendant du Congo puis au Congo belge, les types de territorialité, les types de pouvoir donnés aux firmes également. C'est des choses qu'on va retrouver dans des travaux plus récents, je pense au travail de Diana Hanke sur ce modèle de la forteresse extractive au Congo en particulier. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était justement cette question spécifique de la conservation, puisque ce qui m'a frappé en essayant un peu de faire le point sur ce qu'on trouvait en sciences politiques ou touchant aux politiques, c'est qu'en fait l'essentiel de ce qu'on appelle politique de l'environnement en Afrique, pour l'instant, ça reste malgré tout quand même beaucoup les travaux sur les politiques de conservation, qui peuvent être très très bien d'ailleurs, mais et je comprends, vu comment ça peut partir dans tous les sens, qu'on se concentre sur ces politiques de conservation qui par ailleurs sont très fortement déployées sur le continent. Donc c'était un peu mon deuxième grand point en quelque sorte, la question de la longue histoire de la conservation et de sa dimension et coercitive et ségrégative en Afrique. On connaît la thèse récente, par exemple, de Rosane Diallo, mais effectivement, en langue anglaise, il y a comme ça tout un corpus de littérature qui rappelle ce que c'est que cette histoire de la conservation, qui est d'abord une histoire coloniale, notamment côté britannique. Bon, là encore, je suis désolée, je vais citer un géographe, Sylvain Guyot, 2004.
Non, mais voilà, c'est pas de ma faute si la science politique a moins travaillé sur ces questions. Sylvain Guyot, qui en 2004 rappelle comment la colonisation britannique a été porteuse de discrimination spatiale dans toute l'Afrique et a utilisé la conservation comme outil ségrégatif. Avec des aires naturelles protégées qui sont à la jonction de l'internationalisation de certaines préoccupations environnementales et en même temps du rêve de cet Éden sous les tropiques où on pourrait aller chasser et trouver des animaux très gros. Comment c'est dans ce cadre qu'on a la Convention pour la protection de la faune et de la flore en Afrique qui se met en place en 1933 à Londres et qui consacre véritablement ce passage à la conservation avec un modèle qui est celui du parc national comme État dans l'État. Le modèle de l'État dans l'État destiné à survivre aux alternances environnementales, destiné à survivre, ça ne veut pas dire que ça marche toujours, destiné à survivre aux pressions éventuelles de groupes d'intérêt qui seraient opposés à la protection de la faune, et qui va aussi construire le tourisme comme un des intérêts de ces parcs nationaux. On a le travail de Knut Neustadt sur Creating Africa, alors qui est en fait plutôt Creating South Africa, sur le parc d'Isimangaliso et la forêt de Doudoukou dans le KwaZulu-Natal, comment on va inventer cette nature intacte, et avec quelque chose qui est véritablement de l'ordre d'une violence quasi inhérente à l'aire protégée. Puisque s'il faut préserver une entité authentiquement indépendante de l'homme, il faudra éventuellement tuer des hommes pour protéger des bêtes. Et on a le travail de Neumann, par exemple, évoque cette question du shoot on sight, de tirer à vue sur les contrebandiers, par exemple. Donc, une histoire coercitive. C'est ce que rappelle aussi Nancy Peluso dans Coercing Conservation, qui sert à s'approprier un contrôle sur des espaces, là encore, territorialisation, qui sert à s'approprier des ressources de valeur, et qui sert du coup à s'approprier aussi le contrôle sur des populations récalcitrantes, et à trouver du coup un registre de contrôle sur des populations récalcitrantes. Donc une histoire coercitive, même si elle va peu à peu, donc c'est Rodari avec ses co-auteurs qui évoquent ces âges successifs de la conservation, contre les gens, et puis éventuellement un peu avec, et puis pour et par, et ainsi de suite. Donc des temps successifs de la conservation qui vont essayer d'intégrer la question du tourisme, qui vont peu à peu mobiliser, en gros qui vont connaître les mêmes développements que les restes des politiques publiques sur le continent, c'est-à-dire l'arrivée en masse de la thématique décentralisatrice présentée comme une espèce de magic bullet qui va régler les problèmes. Si on décentralise, on va rapprocher soi-disant le pouvoir des acteurs ce qui sera convaincant dans peu de politique publique, je trouve. Donc un discours que Rodari et Castellani qualifient de localo-libéral, avec aussi un constat d'échec qui va permettre aussi un retour des écologues, des biologistes, disant puisqu'on n'est pas fichu de toute façon de protéger ces espaces, il est temps de revenir de la conservation un petit peu pure et dure, mais quelque chose qui va diviser du coup les Suds en autant de territoires de conservation, de développement à différentes échelles, où on va voir aussi comment il va y avoir tout un ensemble de jeux d'identité nationale sur ces parcs nationaux, qui vont être très souvent investis d'une sorte de valeur patrimoniale, voire d'injonction à la paix par le registre transfrontalier. Bon, effectivement, il y a cette petite sous-littérature sous tous ces parcs, parc du W, le parc du Limpopo ou d'autres, qui sont à cheval sur plusieurs frontières et qu'on charge, comme s'il fallait encore un peu plus charger la barque de tout ce à quoi ça pourrait servir, dans un effet un peu marabout bout de ficelle qui est assez typique des politiques publiques, qu'on va charger en plus de fabriquer la paix entre des États qui auraient été en conflit. Troisième aspect,
sur lequel je voulais un petit peu revenir, c'est la question des différentes natures du développement en situation postcoloniale. Bon, désolé pour le jeu de mots, différentes natures du développement. Bon, on voit bien, c'est Ferguson qui a une boutade dans je ne sais plus lequel de ses livres, parce qu'il discute avec un ami africain, qui a une méchante maison avec un toit en tôle, alors qu'avant il avait quelque chose en terre, beaucoup plus climatisé. Bon. Évidemment ecologically friendly. Et Ferguson reconnaît qu'il se sentait un peu bête lui-même d'avoir dit à son ami « mais enfin pourquoi est-ce que tu veux un toit en tôle? Tu sais très bien que c'est du point de vue de l'environnement, de la chaleur, de la climatisation quand même beaucoup moins pertinent. » Et son ami africain qui dit « mais enfin toi tu vis dans une maison en terre ?» Et bon, voilà, une espèce de boutade sur ce que sont les rapports à la modernité et les aspirations à la modernité plutôt qu'à, disons, la pertinence pour le coup écologique ou à l'authenticité. Là encore, hein, je suis désolée pour les gens de CIRAD. Voilà, moi, je fais plutôt partie des gens qui se disent « Ah tiens, la question du biais urbain dans… » Je pense que ce ne serait pas inintéressant de réinvestir un peu cette question du biais urbain dans la structuration des économies. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les pouvoirs postcoloniaux ont quand même beaucoup parié, alors, soit sur les grands projets, sur certaines questions environnementales, en poursuivant éventuellement des choses qui avaient été faites sous la colonisation, je pense voilà, des zones type Office du Niger, soit des paris sur des tentatives un peu ratées d'industrialisation, mais avec cette idée quand même que la priorité c'était d'avoir le calme dans les villes, et pour avoir le calme dans les villes, il faut que certains produits soient subventionnés, d'autant que les cercles proches du pouvoir qui pratiquent de l'importation de denrées ont eux aussi intérêt à bénéficier donc de droits de douane, puisque ce sont des importateurs pas trop importants, et qu'il y a aussi cette contrainte à laquelle vont être affrontées les agricultures africaines de choix qui quand même historiquement vont toujours plutôt consister à se méfier des villes, parce que les villes, c'est là qu'il y a des mouvements sociaux, c'est là qu'il y a des étudiants qui attendent des bourses, c'est là qu'il y a des gens qui regardent le prix du sac de riz. Et c'est vrai que moi, une des choses qui m'a le plus frappé dans quelques archives du gouvernorat de Bamako que j'avais dépouillé quand je cherchais des choses sur les mouvements sociaux, c'était la mesure hebdomadaire, effectivement, du prix des denrées de base, parce qu'on suit, comme le lait sur le feu, cette question de l'évolution d'un riz qui va être un riz d'importation majoritairement au Mali. Donc des États qui quand même vont faire majoritairement le choix des villes. On sait que les États africains sont déjà pas dans une position favorable au sein du commerce international, mais n'utilisent pas forcément les marges de manœuvre qui pourraient être les leurs sur ce que sont certains droits de douane qui pourraient fixer, là encore, du fait de privilégier davantage des populations urbaines. Et ensuite, effectivement, si on devait éclater ce que sont les différentes politiques environnementales, elles ont des caractéristiques et des temporalités extrêmement variées selon le domaine. C'est-à-dire que la question de l'accès à l'eau et de la sanitation, pour le coup, elle est plutôt quand même très présente dans les OMD, et c'est quand même un des indicateurs qui a vraiment bougé ces dernières années. La lutte contre la pollution. Je me dis, tiens, la lutte contre la pollution, est-ce que je suis là… Enfin, voilà, la lutte contre la pollution est quelque chose qui n'est pas, pour le coup, qui n'est pas dans le périmètre de ce qu'on appelle des politiques de l'environnement sur le continent. Lutte contre la pollution urbaine, moteur, etc. Ce qu'on voit bien à l'inverse, c'est la façon dont il y a eu des appropriations très populaires et très… pas forcément organisé dans le cadre de politiques, ça va être le boom du solaire indépendant. En revanche, il va y avoir quelque chose d'assez particulier qui vont être le positionnement des États forestiers dans les négociations internationales, COP21, REDD+, etc., à côté de ce que sont ces politiques de conservation. Ce qui me frappe quand même, c'est que la santé des Africains est très rarement pensée sous l'angle de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement en Afrique, c'est soit la conservation, soit les politiques climat, majoritairement.
C'est ça qu'on va appeler environnement. Mais on pourrait très bien réfléchir, voilà, je sais pas, à des travaux sur la mortalité en zone urbaine liée à certains types de pollution, d'exposition. On pourrait construire certains problèmes de santé comme des problèmes environnement. Ça n'est clairement pas le cas. Et ça dit quand même quelque chose de ce que c'est que l'environnement dont on parle quand on parle de politique de l'environnement en Afrique. Bon, ce qu'on sait aussi, c'est la façon dont finalement le discours environnemental, il va reproduire un petit peu toutes les téléologies pardon, du développement et contribuer à les réenchanter ou essayer de les réenchanter. Bon, c'était déjà ce que disait Rist sur le développement durable et comment le développement durable était la énième réincarnation des politiques du développement. C'est quelque chose qu'on va trouver dans le passage des OMD aux ODD, comment en passant des objectifs du millénaire aux objectifs de développement durable, on est à nouveau dans cette quête d'une sorte d'œcuménisme néolibéral, d'adaptation des OMD, de gouvernement par les chiffres, et en même temps dans un contexte où la fiabilité des chiffres va poser question. Mais un discours qui, malgré tout, permettrait le réenchantement des politiques de développement, avec cette idée qu'il pourrait y exister des solutions techniques aux problèmes, en particulier du changement climatique. Malgré tout, beaucoup de ces discours sur l'environnement sont des discours assez fortement dépolitisants, qui adhèrent à un discours modernisateur qui va quand même fortement placer le blâme sur un peuple mal éduqué. L'article, par exemple, de Brockington dans African Affairs, Politics and Ethnography of Environmentalism in Tanzania, c'est un article de 2005, montre à la fois ce que peuvent être les ressources liées à la conversion à l'environnement, ressources touristiques, ressources en matière de financement international, et en même temps, ça cadre les problèmes, dit Brockington, dans un registre qui habilite l'État à éduquer et orienter les pratiques. Éduquer et orienter les pratiques, par exemple, des éleveurs et des paysans. Un discours environnemental qui est un discours modernisateur, qui va consister à dire il n'est pas moderne de vivre en brousse, d'accumuler du bétail et de chasser des bêtes sauvages. Un discours qui va permettre d'encourager à rejoindre plutôt des villages modernes qui seraient la meilleure façon finalement de protéger l'environnement et de s'orienter vers le développement. J'en viens au quatrième point qui serait donc cette idée, qui n'est pas révolutionnaire, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut gagner à analyser les politiques environnementales comme d'autres politiques de développement. À partir en particulier, évidemment, je pensais à ça, à partir en particulier de la socio-anthropologie du développement, de ce que c'est que toute la question des écarts entre normes formelles et normes pratiques, de ce que c'est que ces arènes finalement autour des projets internationaux comme des projets qu'on veut s'approprier. Je me souviens plusieurs fois d'avoir entendu au Mali des gens discuter avec une unité de mesure qui était le projet, au sens, à l'égard d'un militant un peu remuant, par exemple, de quelqu'un qui, dans le petit milieu un peu altermondialiste, s'oppose très souvent à ses aînés, de lui dire « on va te trouver des projets ». Voilà, c'est-à-dire le projet comme monnaie, véritablement. Et il me semble que, voilà, en reprenant toutes ces choses assez stabilisées sur ce que sont, voilà, dire le développement, c'est les opérations volontaristes de transformation et de mobilisation d'un milieu, quel que soit le résultat. Ce qui est important, c'est de réfléchir d'abord à cette dimension d'ingénierie sociale. Alors, qu'est-ce qu'on gagne si on fait ça ? On retombe sur des choses classiques, mais qui ne marchent pas si mal, qui sont malgré tout qu'on est face à des politiques, et donc là il faut sortir la panoplie d'outils, on est face à des politiques marquées donc par leur forte internationalisation, et donc avec des très forts effets d'opportunité.
qui font d'ailleurs que même voilà, des choses qui ont été présentées comme des succès, comme REDD+, voilà, c'est présenté comme un succès parce qu'en plus des États forestiers ont à un moment plutôt intérêt à se positionner là-dessus, et en fait on s'aperçoit que dès qu'on passe à la mise en œuvre, on ne voit pas grand-chose justement. Et Brockington, dont je parlais tout à l'heure, montre bien cette dimension très classique, dimension un peu opportuniste de quête de financement, qui crée ce qu'il appelle un complexe environnemental conservation, qui aboutit aussi du côté des États du Nord à rebasculer sur un rôle de bailleur charitable plutôt que de gens qui payent la facture de la pollution. C'est ce que montre Aurore Viard-Crétard dans ça, mais dans d'autres, le livre sur la COP21, mais aussi dans un article dans la revue d'anthropologie des connaissances, je crois, sur voilà, ce que REDD+ veut dire quand les États du Nord se positionnent voilà, plutôt comme des bailleurs charitables que comme des responsables de la pollution. Rosane Diallo, dans son travail sur la conservation au Mozambique, elle montre bien aussi ce lien entre les aires de conservation et l'État parti, d'une part, et cette façon qu'ont les représentants de l'État mozambicain de jouer avec des narrations de la nature et des narrations internationales, en adhérant effectivement, formellement, au discours international sur la préservation de l'environnement, mais dans quelque chose qui est aussi une façon très opportuniste de fabriquer, pas forcément des politiques publiques, mais de l'adhésion en tout cas aux politiques, de l'adhésion apparente aux politiques publiques, mais qui permet en même temps de redéployer et d'affermir l'État en captant effectivement tel ou tel aspect de la manne internationale. Donc là, voilà, d'une certaine façon, je ne vois pas grande différence avec d'autres types de politiques de développement qui permettent de redéployer la souveraineté de l'État, de digérer éventuellement certaines injonctions internationales. Et donc on a effectivement des élites qui participent à la transnationalisation de l'action publique, mais qui redéploient aussi une partie de leur voilure, de leur puissance, plutôt qu'ils ne privatisent. Je pense que pour le coup, s'il y a bien un des apports de la science politique du continent, au travers notamment de ce que font Hibou et Bayard. On peut ne pas être d'accord avec tout, mais sur l'idée que la décharge, c'est tout sauf la privatisation, que c'est des redéploiements et des façons justement assez subtiles de redéployer le pouvoir d'État, plutôt que de lâcher le pouvoir d'État. Malgré tout, on voit bien que ce sont des politiques qui sont marquées aussi par des effets d'empilement, d'intégration d'objectifs potentiellement contradictoires, comme si non seulement il s'agissait en permanence de réenchanter le développement, mais de demander au développement, alors je ne vais pas vous refaire la narration de l'oxymore du développement durable et le développement pour que ça dure, mais on est vraiment dans cet empilement où on va accumuler des objectifs de lutte contre la pauvreté, l'idée que la conservation, c'est pas seulement bien pour la biodiversité, pour la planète, mais c'est ce qui va faire gagner de l'argent aux gens, etc. Avec un effet qui est que plein de ces politiques ne marchent pas pour des raisons très variables. Bon, une raison, par exemple, très spécifique à la question de la conservation et des parcs, c'est qu'il n'y a rien de tel pour un braconnier qu'une aire protégée pour les animaux, puisque c'est bien là qu'il sait qu'il faut aller s'il veut se procurer précisément des animaux à chasser. Alors, il faut être prudent avec le discours un peu standard des effets pervers, parce que la pensée des effets pervers peut être extraordinairement paresseuse, et en plus d'être réactionnaire, évidemment, souvent dans le déploiement de ces politiques, mais on voit bien comment l'empilement d'objectifs qui peuvent aller dans tous les sens fait que ces objectifs finissent par s'annuler. Bon, quand un État est financé à la fois pour protéger son environnement, mais que vous l'avez aussi un petit peu enrôlé dans la lutte contre le terrorisme, et qu'il y a aussi un objectif de lutte contre la pauvreté, il y a de fortes chances qu'à la fin, tout ça s'annule un petit peu et ne donne plus grand-chose, à part éventuellement du décaissement selon les moments de l'année. Ce qu'on voit bien dans ces politiques marquées par l'empilement, c'est aussi toutes ces ambivalences de l'appropriation. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai l'impression que ce qu'on voit dans les politiques d'environnement, c'est ce qu'on voit dans les politiques de développement, c'est-à-dire cette revendication d'ownership
qui consiste à dire, bien sûr, déclaration de Paris, on est là que pour vous soutenir une fois que vous aurez votre stratégie nationale, mais s'il vous plaît, essayez de faire en sorte quand même que votre stratégie nationale ressemble à ce dont on a envie, et donc ayez un plan national, un plan stratégique de réduction de la pauvreté qui soit dans les clous de ce qu'on peut décemment soutenir. Et donc l'ownership, l'appropriation, n'est bien souvent, ça c'est ce que montre très bien Esaline Bergamaschi, n'est bien souvent que l'appropriation de la contrainte plutôt qu'autre chose. Donc des politiques qui empilent dans ce que Rosen Diallo en particulier appelle un mainstream conservation qui va promouvoir l'alliance du secteur privé, des communautés locales, de l'État, pour gérer ces aires protégées. Avec malgré tout de faibles moyens donnés à ces supposées communautés locales. Il y a, je pense au travail par exemple de Céline Segalini sur la gestion des aires protégées. Non, elle, c'est sur les soldats de la conservation, mais c'est un autre travail. Il faut que je retrouve où il est, que j'évoquais plus loin, sur voilà, des gestions participatives des forêts, mais également au Sénégal. Voilà, c'est Laurence Boutineau, et qui montre comment cette décentralisation de la gestion des ressources forestières au Sénégal, avec des surveillants villageois, donc la supposée communauté qui va gérer la ressource, puisqu'on retombe alors là vraiment sur des choses très classiques, côté Ostrom commun, et dès qu'on raisonne sur cette partie de l'environnement qu'on peut modéliser en termes de ressources, qui n'est pas tous les domaines de l'environnement, mais le problème est à la fois la définition de la communauté pertinente qui a accès et de la communauté pertinente qui gère, et de est-ce qu'elle a les moyens, et par quels moyens de contrainte, de gérer. Boutineau, qu'est-ce qu'elle décrit? C'est dans le bulletin de la PAD. Elle décrit des surveillants villageois qui vont constater un délit dans leur forêt, mais qui n'ont pas les moyens, qui ont les moyens ni symboliques, ni économiques, ni physiques, dit-elle, d'exercer un quelconque pouvoir sur les contrevenants. Et c'est bien le problème. Donc c'est ce qu'ils présentent aux services forestiers, c'est ce qu'ils présentent aux services. Ils disent donnez-nous des bottes, des écussons, des badges, des uniformes, des armes, des bicyclettes pour exercer la surveillance des forêts et pour être en mesure donc d'opposer notre autorité aux fraudeurs. Au lieu de quoi, tu leur interdis, ils te disent que tu n'es rien, car tu n'as pas de papier, ni de tenue, ni de bonnes chaussures, et en plus ils te menacent. Question des chaussures comme marqueur de l'appartenance à l'État. En Bambara, il y a un terme un peu daté maintenant qui date des années 70, Golo Bensena, qui veut dire j'ai du cuir aux pieds, en gros, j'ai des chaussures, et ça veut dire je suis un policier. Ça va assez bien dans le sens de ce que disent Debeau et Glassman dans le numéro spécial de Polaf sur les hommes en armes. Voilà. Et donc, t'as pas de papier, t'as pas de tenue ni de bonnes chaussures, en plus ils te menacent. On est des forêts que par le nom, nous précisait l'un de ces villageois surveillants dans une forêt communautaire de la zone périphérique du parc de Nyokolokoba en janvier 2004. Bon. Et cette question d'un état, ou d'un exercice en tout cas, du contrôle de la ressource, quand on traite de cette partie de l'environnement où on peut parler de ressources, on la retrouve. Il y a eu un mémoire de Bruno Taïeb à Paris 1 sur les gardes pareils en Namibie, et on est vraiment sur le tout petit échelon de l'État ou du contrôle au pied nu, et qui n'a pas les moyens pour le coup de ce contrôle. Et du coup, on est aussi dans ces logiques où dans ces situations où finalement le budget de l'État est faible, à la hauteur des revenus des populations, l'amende n'a plus de caractère de dissuasion, l'amende n'est plus qu'une technique d'approvisionnement du budget. Et donc on finit par espérer que cette ressource ne se tarisse pas trop vite, puisque l'amende en fait est un impôt et éventuellement un sursalaire chez certains gardes forestiers ou personnes devant contrôler des trafics, et qui vont être plutôt heureux d'être affectés à ces fonctions-là, puisque c'est ce qui leur permet de tirer quelque avantage de cette position-là. Donc, des ambivalences sur ce que sont les appropriations de ces politiques, des trajectoires aussi, alors qui montrent que les ONG ne sont pas toujours toutes puissantes selon les cas. Hein. Le travail de Segalini, cette fois, elle montre plutôt qu'il y a une tradition historique très militaire, très paramilitaire, une culture professionnelle qui n'est pas du tout participative, même s'ils ont dû s'y mettre, de ce que sont ces anciennes eaux et forêts recyclées dans la conservation. Et donc des ONG qui ne sont pas forcément hégémoniques en comparaison de certains bailleurs de fonds non plus.
Je pense que ce qui est intéressant malgré tout, c'est d'essayer de comprendre aussi comment certains ralliements peuvent se faire parfois à des thématiques environnementales, mais pour des choses éventuellement imprévues, mais qui ne seraient pas inintéressantes de creuser. Alors là, c'est vraiment un tout petit bout de quelque chose que j'avais remarqué au Mali et dont j'avais été un petit peu étonnée et intéressée. Je suivais un petit peu ce que faisaient les gens de Helvetas, parce que Helvetas, c'était quasiment les gauchistes dans l'espace des bailleurs de fonds internationaux, puisque c'était la coopération suisse, ils étaient toujours fourrés avec les altermondialistes, dont je les croisais souvent. Et je m'étais intéressée un petit peu à ce qu'ils essayaient de faire en promotion du coton bio, puisque le coton était une des 3 grandes ressources à l'exportation du Mali avec l'or et le bétail. Et donc j'avais constaté qu'il y avait des conversions au bio. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que la conversion au bio, qu'est-ce qu'elle voulait dire pour des paysans maliens? Elle voulait dire « je ne dépends pas de l'État, je ne dépends pas des intrants ». Puisque évidemment tout ce que moi j'avais dû apprendre, c'était quand je m'étais un peu intéressée à la question voilà, tout petit peu à la question des mouvements paysans, c'était qu'est-ce que c'est que ce rapport où on s'endette pour avoir accès aux intrants, même si on va utiliser une partie de ces engrais plutôt, enfin pas seulement pour le coton ou le riz, mais éventuellement pour un peu de sa production vivrière aussi à la maison. Et j'avais rencontré des Maliens qui me disaient, l'air très fiers, moi mon père était cultivateur, mais il n'a jamais travaillé avec l'État. Et sur le coup, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire jamais travailler avec l'État? Jamais rentrer dans ce cycle de dépendre, s'endetter, être obligé de revendre à un certain prix ou s'endetter pour avoir accès aux intrants et être dans ce lien-là de subordination. Et donc j'ai compris qu'il y avait eu quelques types de ralliements au bio de la part de paysans qui n'avaient pas une théorie du bio en tant que le bio c'est bien et je suis hyper ravie de vendre du coton bio pour l'exportation, mais parce que ça voulait dire sortir en tout cas non seulement effectivement de cette dépendance à l'État et aux engrais. Une des pistes, en plus de ces questions très classiques de sociaux du développement sur usage, disons, stratégique de la manne internationale, état irrégulier, capacité d'appropriation et de détournement, conversion inégale à la norme néolibérale et à la valorisation du marché, enfin, malgré tout, rouleau compresseur quand même de ce modèle du marché, de la marchandisation de la nature. Il y a toute une littérature sur la commodification la défense de l'environnement comme commodification de la nature. Je pense que travailler sur les professionnels du gouvernement de la nature, quel que soit leur statut, précisément parce que les statuts sont de plus en plus brouillés et précisément parce que la gouvernementalité néolibérale et le New Public Management engraissent bien une catégorie, que ce soit pour monter un projet de recherche pour un contrat européen ou que ce soit sur un projet environnemental en Afrique, c'est les intermédiaires, consultants qui aident à monter ces projets ou à les évaluer. Et donc il me semble que parmi les terrains passionnants, il y aurait non seulement, disons, la street level bureaucratie de l'environnement, comprendre vraiment au ras du terrain ce que peuvent être ces façons de déployer de la violence, de la contrainte, de la taxe, de l'amende, de l'éducation éventuellement, mais aussi comprendre ces milieux ces configurations d'experts et de consultants et les outils standardisés qui vont faire circuler entre différents contextes, comprendre éventuellement du coup le recyclage de traditions éventuellement très différentes selon les pays. Je pense au cas du Sénégal, donc qu'évoque Segalini. Me paraîtrait pour le coup une piste pas inintéressante. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai parlé assez longtemps, mais voilà, je trouve que ce qui manque alors totalement dans la littérature, c'est aussi, alors je n'ai pas développé sur les premiers travaux qui sortent sur REDD+, on pourra revenir un peu là-dessus. Donc voilà, il y a le gros débat quand même sur cette question de qu'est-ce que c'est que la gouvernementalité néolibérale dans les politiques publiques en Afrique, avec peut-être quand même certains travaux dans l'anthropologie anglo-saxonne qui sont un peu trop sur le modèle du rouleau compresseur du néolibéralisme et de façon pas toujours nuancée. Et c'est pour ça que c'est quand même extrêmement intéressant de voir comment certaines configurations étatiques arrivent mieux que d'autres à digérer ou à éviter d'être complètement compliant.
Voilà, deux, trois choses que je pouvais vous raconter. Je pense que j'ai perdu, non, j'ai perdu une page, mais je ne sais plus exactement où elle est. 26, 25, les fonds verts, voilà, toute la question des outils de gouvernement et des décaissements, les professionnels. Oui, et effectivement, moi, parmi les choses passionnantes que j'ai lues, que j'ai lues, je trouve que c'est pas forcément des géographes, mais c'est tous les gens qui réfléchissent à ces recompositions de la territorialité autour du modèle de la forteresse et de l'efficacité du désordre, c'est-à-dire zone d'ordre très, très verrouillée, et autour, c'est aussi bien ce que raconte Ferguson que Diana Hanke sur les compagnies minières, et autour un désordre, mais qui va être un désordre dont on laissera un petit peu le management à des ONG qui feront un peu de social et un petit peu de santé. Mais ce côté voilà, extrêmement inégal du déploiement, du contrôle des territoires. Voilà. J'en reste là pour deux, trois choses qui m'avaient inspiré mes lectures. Vous parliez d'imposture au début. Alors, je suis aussi l'imposteur. Je n'ai jamais mis les pieds en Afrique, enfin tout du moins Afrique en dessous des pays du Maghreb. Et les lectures et les remarques que je veux pouvoir faire, elles se font à la fois d'un décentrement disciplinaire, car comme l'a dit Cécile, je suis plutôt issu du courant de la géographie critique et environnementale française, avec bien sûr des influences anglo-saxonnes, mais aussi un décentrement qui vient de mes terrains d'études, et notamment de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, notamment du Liban. Et donc tout ce que vous avez pu effectivement mettre en perspective sur la question coloniale et postcoloniale, sur la question des conséquences de la colonisation, sur les stratégies des États après la période de colonisation, sur la gestion de l'environnement comme un moyen d'affirmer une légitimité, etc. Ça m'a beaucoup non seulement intéressé, mais aussi ici beaucoup renvoyé à des choses que je maîtrise un petit peu mieux. Alors, au regard du panorama fort riche que vous nous avez livré, j'aurais envie du coup de revenir sur un certain nombre de notions qui sont venues notamment en conclusion et pour certaines d'entre elles de manière un peu plus transversale tout au long de votre exposé et qui me semblent être des points de rencontre féconds entre à la fois les territoires qui nous intéressent mais aussi les traditions disciplinaires. J'en ai noté 4. La question du territoire. Forcément, je vais commencer par celui-là, mais je terminerai par celui-là dans mon explicitation. La question de la nature et la question des ressources qui vont avec. Ça fait 2. De manière un petit peu connexe, la question des périmètres et surtout des instruments qui ont permis de connaître et de mesurer ces questions de nature. Et pour finir, si je le retrouve, mon 4e point, non, je ne retrouve pas, mais ça me reviendra. Oui, la question de l'appropriation. Voilà. Donc, pour moi, les différents points que je viens de noter, ils sont relativement circulaires puisqu'ils sont de mon point de vue, relativement connectés les uns aux autres. Alors, pour faire un autre petit détour disciplinaire, en tant que géographe, on a tendance effectivement à rentrer sur ces questions par la question des périmètres et la question notamment des parcs naturels, des espaces de conservation, ou tout du moins toutes ces espèces de multiplicité de territoires que la géographie de la conservation ou les politiques de conservation ou de l'environnement en général mettent en place sur les territoires ou sur certains types d'espaces pour protéger une ressource, des animaux, des espèces, et vous l'avez dit dans un certain nombre de cas, pas les populations en tout cas. Et si on décentre un petit peu le regard autour de cette question du territoire et de la question de l'appropriation, en renvoyant aux lectures que j'ai pu avoir de Descola sur la nécessité de déconstruire
notamment une influence qui a été très forte pour mes lectures ces derniers temps, notamment autour des questions de political ecology, autour de ces questions de territorialisation qui voudraient que les politiques de la nature soient faites pour contrôler les populations, les espaces et les ressources. Et en fait, toute la discussion que Philippe Descola fait, c'est de déconstruire ces deux paramètres qui sont, un, la question de l'appropriation et deux, celui du territoire qui va avec, en notant qu'elles sont extrêmement datées dans le temps et dans l'espace et que pour les mettre en perspective, il s'agit non seulement de les déconstruire, mais aussi, comme il dit, de les socialiser, de les politiser et de les spatialiser. Donc la question de l'appropriation qui revient dans bon nombre de courants de la political ecology ou de la critical political ecology amène à un certain nombre de biais et notamment de concevoir les territoires de la conservation comme des espaces déterminés, finis, bornés, et bien identifiés, que ce soit par les politiques ou par les populations qui sont autour. Or, il se trouve que, en décentrant un petit peu le regard, chez les non-modernes, comme Descola le dit, il nous apprend que non seulement la question de l'appropriation telle qu'on en entend aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un petit peu cette conséquence de l'appropriation privée, vous avez cité ownership, qui effectivement a des conséquences sur la stabilisation des droits de propriété, sur l'édiction de titres de propriété pour un certain nombre de territoires, de codification de l'accès aux ressources, etc., en fait est une forme, parmi d'autres, des moyens que les populations ont eu depuis très longtemps de faire avec ce qu'ils considèrent eux comme des types de ressources. Donc la question de l'appropriation, si elle renvoie bien effectivement à un acte plus ou moins coercitif ou violent de l'espace sur une portion du territoire pour effectivement contrôler les espaces, les populations et les ressources, elle mérite d'être discutée et élargie. Alors comment élargir la question de l'appropriation? Alors là aussi, les lectures dans l'anthropologie nous donnent un certain nombre de pistes, et notamment la nécessité de questionner les ressources, la définition de ce que sont les ressources naturelles, et notamment par le biais de la question de la matérialité. Alors la question de la matérialité, elle est intéressante parce que dans la tradition géographique, c'est quelque chose qui a été banni pour plusieurs raisons. D'abord pour les traditions déterministes, par les traditions fonctionnalistes qui ont traversé la discipline et qui ont été remis progressivement au goût du jour, notamment par le biais de la géographie marxiste, sur la nécessité de parler un petit peu de choses concrètes, et notamment un certain nombre de discours allant à l'encontre d'un constructivisme un petit peu trop féroce qui consisterait à dire que les éléments de la nature sont uniquement des éléments de discours. Donc ces questions de la matérialité, elle revient chez les géographes français, notamment par le biais de Raffestin. Alors on parle de base matérielle ou de matérialité, mais ce qui est intéressant, c'est que ce discours autour de la matérialité et des ressources, elle est aussi fortement présente dans un courant que vous avez aussi cité, qui est l'environmental history et l'histoire environnementale française, notamment chez Quesnay, qui montre que c'est très bien de déconstruire la question de ressources en tant que catégorie sociale d'une certaine vision de la nature, donc lui il dit en plus que la nature ce n'est pas une matérialité, c'est un concept. Mais il dit qu'il ne s'agit pas simplement, alors je le paraphrase de mémoire, il ne s'agit pas simplement de s'occuper des catégories sociales qui décrivent cette nature, mais vraiment de les prendre en tant que telles, c'est-à-dire qu'un arbre, ça a un cycle végétatif, ça dans un type de sol, ça a tout un tas d'espèces qui tournent autour, et que surtout, il est extrêmement nécessaire de ne pas couper ce qui relèverait de la nature, de ce qui relèverait de l'environnement de cet élément naturel pris comme une ressource. Alors d'autres exemples pour ceux que je connais mieux, par exemple, c'est la question des ressources en eau, qui ont tendance à être rationalisées et justement mesurées sous la base du mètre cube, et qui seraient pareilles de Nairobi à Beyrouth, à Montpellier ou à Washington. Et donc en fait, quand on parle de matérialité, c'est de prendre en considération à la fois la diversité des qualités d'eau, la diversité des quantités d'eau, ce qu'on appelle aussi le timing, c'est-à-dire le cycle intra-annuel et interannuel des ressources, leur variabilité, et enfin aussi, surtout parce qu'on l'oublie souvent, que la question de l'eau, c'est aussi les sédiments. Et en fait,
dans ces territoires, justement, je reviens à la question de la territorialisation, de penser la territorialisation uniquement comme un processus de bornage et d'appropriation. Si on le couple avec cette question des matérialités, et notamment leur dimension, je dirais, au sens élément biotique, permet de montrer la dissociation entre ces espaces appropriés délimités par la politique publique et, en fait, l'espace plus global dans lequel ces ressources se situent. Voilà, je prends aussi un exemple que je connais mieux, qui est la question des bassins versants, qui est une conception moderne du cycle hydrologique, et on sait très bien que quand on est sur un bassin versant qui est faillé et karstique, la circulation des eaux peut se faire à plusieurs dizaines de kilomètres et sortir de la ligne de démarcation, de partage des eaux. Donc voilà, donc cette question de la matérialité, où en fait, alors c'est pour ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant les lectures que vous avez fait passer, parce qu'on parle beaucoup de forêts, on parle aussi beaucoup d'espaces naturels, on parle beaucoup de zones de savane, etc. Mais justement, cette question des caractères biotiques et abiotiques de ces éléments naturels sont relativement peu abordés. Et du coup, on reste sur des grandes catégories et qui, en plus, renvoient à un certain partage nature-société, culture, qui, de mon point de vue, mériterait d'être complètement dépassé. Alors, toujours dans cette question de l'appropriation des ressources et de la question de la territorialisation, par le biais à la fois de la géographie critique environnementale et aussi les courants anglo-saxons, de revenir sur ce processus de territorialisation, parce que là, je trouve que les ponts sont très bien faits avec, et se font très bien, pardon, avec la littérature de politique, de sciences politiques, notamment par le triptyque qui fait territorialisation, territorialité et territoire. Alors, parce qu'on en trouve aussi bien en géographie qu'en sciences politiques, ces trois termes, et de prendre la question de la territorialisation non plus uniquement comme un processus d'appropriation, mais comme un projet d'une société ou d'un groupe au sein de cette société en direction d'un type d'espace particulier, sur lequel il projette des stratégies qui seraient les territorialités, stratégies donc multiples, à de multiples échelles, configurées et créées par la circulation des savoirs, créées par la circulation des connaissances entre diverses sphères, les ONG, les bailleurs de fonds internationaux, la sphère étatique, et enfin, in fine, produit de toutes ces interactions le territoire en lui-même sur un certain type d'espace considéré. Voilà. Je voulais finir cette présentation, si je puis appuyer ça comme ça, sur un dernier point, puisque je les ai retrouvés, c'est cette question des populations locales, qui sont effectivement, alors là aussi, la tradition géographique, notamment liée à tout ce courant colonialiste, avait fait aussi ce discours des populations locales comme à éduquer, comme à martyriser, mais pour leur bien évidemment. Or, on s'aperçoit, notamment, vous aviez fait référence aux travaux de Denis Chartier ou d'Étienne Rodari, que si on prend un certain nombre de territoires, alors là pour le coup en Afrique, mais aussi dans d'autres parties du monde, au Bénin ou au Burkina Faso pour l'Afrique, de montrer comment ces populations locales-là, elles savent aussi effectivement s'approprier à la fois les ressorts de la politique publique pour les instrumentaliser, de construire des coalitions, qui du coup potentiellement remettent en forme à la fois les forums de discussion dans lesquels l'idée de conservation et de protection de la nature sont émis, de requalifier autant que possible les circuits par lesquels passent les financements, avec effectivement des problèmes après d'inégalité ou de ségrégation au sein même de ces populations locales, avec soit des systèmes de renforcement de ces populations, au sein de ces populations par des leaders, soit au contraire, et on débouche sur des questions conflictuelles, par des remises en cause au sein de ces populations locales d'un certain ordre social et politique établi. Donc du coup, cette vision, et c'est pour ça que j'ai été extrêmement sensible à ce que vous avez dit au début sur la création et une vision des politiques de développement par le bas, plutôt que par le haut, permettent aussi de mettre ces populations locales sous le feu des projecteurs et ne plus simplement les concevoir comme soit uniquement comme victimes, soit comme le résidu d'un processus beaucoup plus général sur la question de la gestion des espaces. Voilà, en tout cas, pour quelqu'un qui, comme moi, en ce moment, est en train
d'être en phase terminale de HDR. Je vous remercie pour la lecture que vous m'avez donnée à faire et surtout de la synthèse de votre regard à partir des politiques publiques, parce que je vais essayer d'en faire bon usage. Et j'ai trouvé, par rapport à mon corpus qui est moi plus basé sur l'ethnologie, la géographie et l'histoire et l'économie, le pendant de sciences politiques sur lequel j'étais le plus boiteux, merci pour m'apporter les béquilles qui me permettront d'être tout du moins dans la logique que je m'étais fixée, c'est-à-dire d'avoir une vision de ces questions-là le plus science sociale globale du terme. Voilà, merci. Alors, il y a juste un point où enfin, c'est pas un malentendu, mais c'est vrai que j'ai utilisé à certains moments appropriation, comme le fait de s'approprier des choses dans la nature, mais à d'autres moments, j'ai vraiment voilà, été dans la référence à ce que c'est que cette injonction, Déclaration de Paris, et cette espèce de double bind où il faut en fait faire sienne la contrainte, ce qui est quand même, voilà, je trouve un des trucs assez centraux des politiques de développement, où voilà, des politiques à l'égard des gouvernés auxquels on demande de plus en plus d'être d'accord et convaincus de ce qu'on leur applique. Je suis entièrement d'accord avec vous sur la question de la matérialité. Je pense que c'est précisément pour ça que j'ai un peu développé sur Timothy Mitchell et Carbon Democracy, parce que c'est ça qui est passionnant dans ce qu'il raconte, c'est qu'il explique que la matérialité, pour le coup, la source énergétique, elle a des effets très très clairs sur ce qu'on peut faire avec, contourner des gens ou pas, bloquer un lieu ou pas. Et effectivement, je pense que c'est sans doute une des choses, je suis assez d'accord avec vous sur la question du grand partage, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des moments où on est bien obligé de travailler en considérant qu'un certain nombre de savoirs dits de sciences dures sont stabilisés, et à d'autres moments, il faut en même temps avancer, en même temps que la machine, en se disant, ben voilà, quelles sont les nouvelles façons de problématiser du côté des sciences dures sur ce que sont des cycles naturels, sur ce que sont les dernières connaissances relatives à l'eau ou à telle espèce d'arbre, par exemple. Mais je pense que c'est des vraies questions aujourd'hui qui se posent précisément dans l'histoire environnementale. Pour le coup, ils sont en avance par rapport à d'autres, mais au-delà. Après, effectivement, cette question du bornage des espaces, alors je ne me l'étais pas tant représenté comme ça, mais je vous suis tout à fait, parce que j'avais vraiment raisonné sur ces espaces, voilà, l'espace vraiment parc borné avec éventuellement une zone intermédiaire. Mais oui, vous avez raison sur le fait que de toute façon, la façon dont les populations peuvent, enfin ce qu'on appelle les populations peuvent circuler et essayer ou pas d'avoir accès à telle ou telle ressource n'est pas que déterminé par ce que font les pouvoirs de toute façon. Sur l'appropriation, les sursis. Alors sur la question du bornage, c'est de dire aussi que dans les cahiers des charges d'un certain nombre de bailleurs de fonds internationaux ou d'organisations d'ONG, la délimitation se fait quasiment exclusivement sur des critères biogéographiques. Alors que, pour reprendre des exemples de l'histoire environnementale, la forêt en Afrique ou en Amazonie, c'est surtout un ensemble d'espèces que les populations mobilisent. Pour l'agronobe, ça sera le sol. Et alors, on réduit au minimum une certaine conception de ce que c'est qu'une forêt pour appliquer des politiques de conservation et qui, du coup, après, désorganisent tout un tas de... Voilà, c'était aussi cette question du fait du bornage prédéfini de ce que c'est qu'un territoire de conservation. Oui. Je suis d'accord. Merci beaucoup, je vais réfléchir à tout ça. Gaëlle Oriane, je suis docteur en sciences politiques, jeune docteur diplômée en décembre dernier, rattachée à l'unité Ardev, chercheuse associée cette année à l'unité Ardev. Alors c'est pas des questions, hein, comme je l'ai dit, c'est plus pour parler, dans le sens de ce qui a été évoqué, et notamment sur le dernier commentaire de Stéphane sur la manière dont sont pensés les territoires sur des critères très restreints. J'ai fait une expertise récemment en Guinée-Conakry pour la construction d'un parc national pour la protection des chimpanzés. Et c'était la grosse question de quels critères prendre en considération pour justement y apporter un bornage ou des zones tampons ou différentes zones à l'intérieur. Et j'ai été très surprise de constater qu'effectivement, par exemple, le critère tout simple du regroupement des communautés, de ce qu'elles pensaient être donc les représentations de leur propre village, par rapport à l'endroit où se situent les terres du village, la manière dont le village s'est formé avec toute son histoire, etc., etc.,
ce critère-là n'était juste pas pris en considération parce qu'en fait on prenait d'autres critères qui sont davantage le fleuve coule par ici, tel type de forêt s'arrête par là, tel type de paysage en fait s'arrête ici, mais aucune considération finalement de savoir si tel ou tel village s'arrêtait là, si ça avait un sens à un moment donné pour les populations locales. Et je rebondis avec ce que vous avez aussi évoqué sur le fait de voir de voir les communautés africaines comme les propres coupables d'une désorganisation et d'une incapacité à gérer leurs ressources en fait. Quand j'ai établi mon propre rapport d'expertise, moi j'ai essayé de faire la balance entre qu'est-ce qui est fait pour remédier à ça, parce que très concrètement, localement, les gens y réfléchissent, ils sont confrontés à ça tous les jours, donc ils essayent de mettre au point des solutions, c'est-à-dire soit des surveillances réciproques entre individus en disant on évite d'aller trop souvent couper du bois si on n'en a pas utilité, ou de couper tel ou tel type de bois. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place. Il ne faut pas croire qu'à un moment donné, il n'y a rien qui est fait. Et moi, j'ai essayé de jongler en fait avec cette dimension de qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas pris en compte, ou qu'est-ce qui est pris en compte mais ils sont dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Vous évoquiez tout à l'heure le fait de oui, on voit bien des gens venir chez nous, se servir et faire n'importe quoi, mais nous concrètement on peut faire quoi, voilà. Donc j'ai essayé de jongler entre toutes ces différentes dimensions. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas forcément ce discours-là qui était entendable. Du moins, c'était très difficile de réussir finalement à faire la part des choses, et c'était davantage ce discours sur non mais on voit bien qu'il y a une incapacité à gérer, on voit bien qu'ils n'ont pas d'autres solutions, on voit bien que... Et c'est vraiment, voilà, je me suis vraiment retrouvée dans ce que vous avez dit. Et avec cette idée que la bonne façon d'apprendre à gérer serait de marchandiser. Bon, je pense évidemment à ce que Philippe Lavigné-Delville avec d'autres gens, Camille Saya, font sur ces questions sécurisation foncière versus immatriculation, avec en plus un discours pro-gender qui est pour que les femmes puissent devenir libres en s'endettant, il faut qu'elles soient propriétaires d'un bout de terre, et pour qu'elles soient propriétaires d'un bout de terre, il faut qu'on quadrille l'espace, comme s'il n'y avait pas eu d'autre façon d'inventer des accès et des droits d'accès à l'espace, évidemment. Voilà. Exactement, puisqu'à partir du moment où on refuse de reconnaître ce qui est fait sur place, c'est-à-dire les pensées qui circulent, les idées qui circulent, les manières de faire autrement, à partir du moment où on enlève tout ça, on ne peut que chercher à moraliser les choses et à apporter des solutions qui viennent de l'extérieur. Mais sachant que ce qui est fait sur place, après, n'est pas forcément toujours homogène, ni dénué de sens. Il n'y a pas non plus une personne qui va vous dire voilà ce qui se fait sur place, et c'est ça, c'est-à-dire qu'on navigue aussi un peu dans le pourri. On navigue complètement, mais il y a cette base qui reste, on va dire, qui est assez solide et qui fait qu'on en arrive à tout ce que vous venez d'expliquer. Voilà. Et ça, c'était assez frappant parce que là, je me suis dit oui, on le retrouve beaucoup. Voilà, c'était plus pour partager une. Bonjour, merci beaucoup de votre intervention. Francesco Ricci, économiste. Alors, économiste normal, pas... Et donc, j'interviens juste pour participer aux échanges. C'était très intéressant de vous écouter. Je pense juste au fait que la limitation, disons, porter des solutions dans ces cadres-là revient alors souvent à créer disons des droits de propriété. Par exemple, je pense à la pêche ou à l'excès de pêche, au fait de limiter le nombre de bateaux typiquement, et donc à figer des situations telles qu'elles sont. Ça pourrait être ce qui vient d'être dit sur la manière qui a droit à venir prendre le bois. Ce sont les villageois, point. Pas de gens de nouveau entrants. Et donc, ça crée ce qu'on appelle des rentes en économie. Et les politiques environnementales, souvent, créent ça. Et donc, ont des conséquences. Ça a des conséquences. Déjà, certains agents qui peuvent trouver ça pas mal. D'autres qui peuvent s'opposer. Et puis, créer une espèce d'inertie dans le système, à la fois inertie de difficulté d'accès. Alors, je ne connais pas vraiment l'Afrique, mais j'imagine que la démographie est un phénomène phénoménal, qui va très vite, donc que les gens peut-être se déplacent. Les conflits, je crois, qui causent beaucoup de gens à se déplacer en masse, par millions, d'une région à l'autre. Et donc, dans des situations comme ça, une politique environnementale au sens, disons,
disons, théorique du terme, ça restreint, toutes ces personnes ne peuvent pas utiliser les bois, ne peuvent pas les pêcher, etc. Et donc, s'ils veulent du poisson, il faut qu'ils passent par le pêcheur qui, lui, il a le droit d'aller pêcher, il devient riche. Ça crée quand même des enjeux assez importants, cette optique. Donc, la politique environnementale, si elle est mise en place, ou s'il y en a une manière traditionnelle de gérer les ressources, mais de manière efficace, c'est-à-dire de limiter l'accès à ces ressources, va créer des richesses, et donc tout un jeu d'incitation à modifier la règle du jeu, éventuellement. Et donc ça, c'est ma perception des choses un peu comme économiste. Il y a des incitations qui sont souvent un des motifs de l'action, pas peut-être exclusif, mais sur lequel on peut faire un raisonnement et prévoir des comportements. Voilà, c'est une petite contribution au débat. Merci, mais alors justement, vous avez des collègues économistes dans l'économie internationale sur le co-management des ressources naturelles dans les pays en développement qui disent, ben voilà, on est face à des modèles de recherche de rente donc ça limite quand même un certain nombre de l'efficacité de ces politiques, mais c'est là que ça se mord la queue parce que d'une certaine façon, les politiques en faveur de l'environnement sont systématiquement pensées dans ce registre. Il faut qu'on arrive à intéresser les gens et donc qu'ils en tirent des bénéfices, enfin de la même façon que si on veut avoir des gens au séminaire, il faut qu'il y ait un per diem, etc., pour tout un ensemble de raisons et parce que les fonctionnaires de ces États sont mal payés, etc. Et après on dit, ah ben mince, ils viennent chercher de la rente ou du per diem pour venir au séminaire. Donc, d'une certaine façon, la conception d'une partie de ces politiques environnementales, oui, produit mécaniquement de la recherche de rente. Après, je sais pas, un jour j'avais calculé, à l'époque où je travaillais sur les humanitaires à Monrovia, qu'il y avait peut-être 8000 personnes. Si je calculais tous les travailleurs humanitaires et leurs familles étendues, 8000 personnes qui vivaient sans doute du salaire de l'aide internationale à Monrovia. Et ben je me disais, c'est un peu ce que dit Ferguson, même je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte dans son dernier livre, Give a Man a Fish, non justement, Give a Man Money plutôt que Fish, où Ferguson dit qu'il faut arrêter avec Give a Man a Fish, il faut arrêter avec apprendre un homme à pêcher, il faut donner de temps en temps du poisson, genre. Et j'ai perdu mon fil. Voilà, 8000 personnes vivaient du fait des salaires de l'aide internationale. Ben, on pouvait se dire qu'il y en avait au moins 8000 qui bénéficiaient vraiment de l'aide internationale, parce qu'ils récupéraient les sous de l'aide internationale. Et Ferguson commence son livre, Give a Man a Fish. Alors, où il s'appuie, c'est un peu le problème d'ailleurs du raisonnement, c'est qu'il s'appuie quand même trop fortement sur la seule expérience sud-africaine, qui est quand même difficilement généralisable à toute l'Afrique. Mais voilà, il raconte aussi ces discussions de développeurs qui disent de temps en temps, mais si on donnait du cash aux gens, peut-être que on s'en sortirait un petit peu mieux finalement que toutes ces façons de contraindre le pauvre à consommer ou se comporter comme on veut qu'il se comporte, et avec tout un ensemble d'effets collatéraux qui ne sont pas en fait ceux voulus. Je n'ai pas tout à fait encore d'opinion fixée là-dessus, mais c'est peut-être une façon de répondre à cette question de la recherche des comportements de rente vue par les économistes. Droit de suite. Que c'est bien ou mauvais d'avoir une rente. Je veux juste dire que c'est une clé pour imaginer comment la société peut s'adapter à des dynamiques, que ce soit démographiques ou de migration, dû aux conflits, au changement climatique, etc., manque d'eau qu'il peut y avoir typiquement en Afrique. Voilà, que c'est la gestion des ressources elle-même, comme elle crée des rentes, puis quand on a des rentes, pour les modifier, c'est très conflictuel. Par exemple, les licences des taxis, disons, si vous augmentez le nombre de taxis, ça crée des conflits sociaux. Et dans un continent comme l'Afrique, qui est sujet à beaucoup de dynamiques de ce genre-là, je crois que c'est un défi majeur d'imaginer des normes peut-être plus, disons, traditionnelles d'une gestion communautaire des ressources ou étatiques, qui soit adaptable et flexible. C'est tout. C'est pas pour dire... Non, mais j'entends. Mais par ailleurs, les réflexions sur les comportements de rente sont présentes, effectivement, dans l'évaluation de certaines politiques environnementales. Oui, je ne peux pas m'empêcher de dire un petit mot sur l'échange que vous avez. Je crois que la question, ça serait... par rapport à ces formations de rente artificielle à cause de l'intervention, etc., la première chose quand même à faire, ça serait de faire une analyse méthodique et compréhensive des moyens
qu'utilisent, d'action collective que les gens utilisent. Je pense que c'est pas utile de raisonner en termes de système coutumier et tradition. Et on est en pleine hybridité, hybridation. Et je crois que c'est ce point de vue-là qui manque terriblement, c'est-à-dire l'incapacité de comprendre que quelquefois, il y a des choses qui, pour un esprit occidental, paraissent contradictoires et qui peuvent fonctionner. C'est notamment le cas en matière de transfert coutumier, où une vente coutumière ne clôt pas une relation, mais au contraire inaugure une nouvelle relation. C'est extrêmement difficile à faire comprendre à un développeur que acheter de la terre, c'est acquérir une obligation, entamer une obligation par rapport au vendeur. Bon, c'est absolument impossible à faire comprendre ça. Bon, et moi, ma question, c'était plutôt rajouter encore un petit prolongement à ta réflexion. Alors, c'est une petite anecdote là, mais très rapide. Hein. J'étais extrêmement frappé au dernier café de la biodiversité qu'animent des collègues ici et qui est tout à fait intéressant, de voir, on parlait des océans, etc. Et bon, la discussion portait sur des politiques environnementales, conservationnistes à l'échelle planétaire, etc. Et un intervenant s'est levé et a posé la question suivante. Mais est-ce que il ne faudrait quand même pas autoriser un droit d'ingérence en Afrique où les politiques ou les pratiques vis-à-vis des ressources naturelles, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire une bagarre entre les ethnies pour avoir le pouvoir et ensuite tirer le maximum des ressources le temps qu'on peut rester au pouvoir. Et il y avait d'autres... Alors je dis ça parce qu'il y a eu également sur la culture des populations, etc. Ce que tu dis est évidemment tout à fait juste et je vais dans ton sens. Mais ce n'est pas seulement les politiques qui l'ont. C'est l'opinion de base environnementaliste, écologique, etc. Je ne veux pas globaliser, mais c'est très fort. Et face à ça, il y a quelque chose à penser aussi du point de vue des sciences sociales. Oui, alors je suis hyper d'accord. Le point en plus sur lequel je ne suis même pas revenu, qui sont des choses très classiques, c'est voilà, ce que ça a été aussi que la montée du modèle Gray-Evans, ressources des conflits, ruées sur les conflits, de façon complètement désocialisée. Alors, je me permets de vous conseiller un super beau livre. Je dis ça parce que c'est une ancienne étudiante du M2 d'études africaines, mais qui est journaliste, Justine Brabant. Vous avez peut-être vu passer son livre qui s'appelle « Qu'on nous laisse combattre ou la guerre finira ». Et la guerre finira, et qui est quelqu'un qui a passé pas mal de temps dans le Kivu et qui démolit vraiment ce que sont les conceptions, soit seigneur de guerre, soit ruée sur les ressources, qui a pas mal travaillé justement sur les questions plutôt de vaches voilà, et de rapport à l'agriculture auparavant, et qui montre de quelle façon on se retrouve à faire la guerre dans le Kivu sur des logiques parfois très micro-locales, mais qui font vraiment la peau à ces modèles très binaires, mais qui en plus, de façon catastrophique, pour le coup, sont enquistés dans des espaces type Banque mondiale ou autres, comme des schèmes d'analyse hyper évidents. Mais oui, je suis d'accord sur le fait que l'ingérence... C'est le point, en fait, voilà, c'est le point sur lequel j'ai oublié de conclure. Ce qui me frappe, c'est qu'actuellement, c'est qui les bons élèves de la classe écologique? C'est Rwanda d'un côté, et Togo qui essaie de se positionner de plus en plus sur le nouveau dragon du développement durable en Afrique de l'Ouest. Et c'est quand même assez frappant que ce soit deux États particulièrement autoritaires, Rwanda et Togo. Le Togo essaie de se positionner maintenant dans ce registre-là pour jouer le Rwanda, mais en Afrique de l'Ouest. Et le Rwanda, c'est frappant, c'est-à-dire on la joue Silicon Valley, suppression des sacs plastiques, du coup avec un côté donneur darling et tout un ensemble de bailleurs de fonds internationaux qui vont fermer les yeux sur les pratiques autoritaires du régime. Et je pense que c'est une vraie question sur plein d'accommodements et de micro-accommodements qu'on observe à tous les niveaux de la société, au nord, aujourd'hui, qui sont ces façons de se rallier à des registres autoritaires. Moi, j'ai l'impression que quand même la chose diffuse qu'on ressent de plus en plus, c'est de toute façon, la démocratie ne va pas permettre de gérer l'urgence écologique. Et donc, à un moment, on a la seule chose qu'on peut espérer, c'est un autoritarisme 2.0 un petit peu fréquentable qui va permettre de gérer notre futur. Et de ce point de vue...
Oui, 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 aussi. Ça me frappe beaucoup. Cette espèce de... C'est-à-dire, c'est pas seulement la coercition sur les populations, c'est l'idée que voilà, l'espèce humaine, de façon générale, est quand même tellement incapable de gérer son propre avenir qu'il va falloir un peu quelques coups de schlag pour... Ah, pardon. Merci pour l'exposé et le commentaire de Stéphane. Je voudrais revenir sur deux choses, plutôt des constats que des questions. La première, c'est sur le récit écologique colonial. Il me semble qu'on n'a pas affaire à un récit, mais à plusieurs récits, qui renvoient à plusieurs catégories d'acteurs et d'institutions. Je pense qu'il y a un récit militaire, un récit administrateur, administrateur de la colonisation, et il y a en même temps un récit parlementaire, puisqu'il y avait des commissions qui avaient été envoyées pour enquêter sur le mode de vie et le rapport à la terre et le rapport à la fois aux espèces animales, aux espèces végétales, etc. Et il y a un rapport savant qu'on évoque rarement. En particulier, je pense aux géographes de la colonisation, aux anthropologues de la colonisation, aux agronomes de la colonisation. Et je pense que chacun de ces récits comporte évidemment une dimension écologique, mais renvoie aussi à des types de production qui servent justement à gouverner à la fois ces territoires et ces populations dans des dimensions à la fois d'appropriation. Je pense qu'il s'agit du Maghreb, du Senadis Consult, sous la monarchie et sous le Second Empire. Je pense au Code de l'indigénat, qui effectivement met en place ce qui est une sorte de droit pénal d'exception et qui met en place toute une série d'infractions de type environnemental. Je pense en particulier au récit des géographes et des administrateurs pour la mise en place des villages agricoles de la colonisation. Donc, mon idée, c'est que comment justement ces différents récits se complètent, se croisent et vont être sélectionnés, filtrés pour aboutir justement à ce récit-là. Et est-ce que dans la production de ce type de récit, on assiste à des confrontations, des disputes, à des désaccords, etc. Ou est-ce qu'il y a un consensus partagé par tout le monde? Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, je suis très sceptique, pour ne pas dire franchement sceptique, sur le couple colonisé-colonisateur, ou colonialiste-colonisé. À mon avis, et au regard de ce que j'ai observé, il y a au moins trois. Il y a le colonisateur, il y a le colonisé et il y a les intermédiaires. Et les intermédiaires sont ces traducteurs qu'on appelle les caïds, qu'on appelle les notables, etc., et qu'à un moment donné ont joué deux rôles. Ce que j'appellerais le rôle en plein jour, qui sont des auxiliaires de la colonisation, et un jour, et un rôle la nuit, qui est celui d'alerter les indigènes sur les risques qu'ils encourent par rapport aux renseignements qu'ils ont fournis à l'administration de ce point de vue-là. Et je pense qu'il y a toute une série de productions cinématographiques qui a été faite dans les années 70 et qui montrent justement le rôle de ce type de personnel, qui d'ailleurs, chez les populations locales, étaient considérés comme les jeunes nouveaux par rapport aux vieux turbans, et que chez la colonisation, on les appelait les évolués par la suite. Alors, merci. Deux, trois éléments. Oui, alors je suis d'accord. Il y a eu un récit, ou en tout cas, on peut synthétiser ce qui aboutirait peut-être à un récit de la dégradation écologique de l'Afrique, qui a été une des justifications, parmi plein d'autres, de la colonisation. Avec plein de gens qui finissent par s'en convaincre. Ce que montre Davis dans son livre, c'est que les premiers récits de description de l'Algérie, enfin, en tout cas, les récits des années 1830 parlent très peu ils ont tout massacré alors que c'était avant le grenier à blé de Rome, et que vers 1850, 1860, comme par hasard, ce récit devient proliférant dans tout un ensemble de travaux français. D'une certaine façon, là, je pense qu'on est vraiment dans le modèle, les situations produisent leur discours, leurs pensées, leurs justifications, et pour qu'il y ait, c'est Sartre qui écrit ça, critique de la raison dialectique, pour qu'il y ait des colonisés par essence, enfin, pour qu'il y ait des dominants par essence, il faut qu'il y ait des dominés par essence, et qui vraiment
vraiment mérite bien d'être dominé, sinon c'est pas tenable. Je pense que, aussi bien la colonisation hier, l'humanitaire aujourd'hui, qu'il y a une petite clé d'analyse de l'action qui marche souvent très très bien, aussi bien pour aller faire la guerre aujourd'hui à l'autre bout du monde, c'est on ne peut pas ne pas y être. On ne peut pas ne pas y être. Oui, c'est un peu pourri cette guerre, bon, cette entreprise est un peu incertaine, mais si on n'y va pas, on perd du pouvoir relatif par rapport à notre allié rival, Royaume-Uni ou machin, et puis nous, on va le faire quand même de façon vachement plus décente, hein, plus développeuse, plus humaine, avec un peu plus de missionnaires, un peu plus de gens qui vont soigner, donc notre colonisation va être quand même beaucoup plus fréquentable, ou notre guerre, nous, en plus, on respectera davantage les gens, on la fera pas pareil, et nous, on fait la guerre au sol, alors que les Américains, c'est que dans les airs, bon, ça, on ne peut pas ne pas y être. Et je pense à un assez bon schème pour comprendre les effets de concurrence et d'embarquement dans des actions internationales et les entreprises impériales qui passent leur temps à mélanger des aventuriers, des dingues, des missionnaires, des philanthropes, des gens qui veulent développer leur science, des gens qui veulent gagner des sous, des gens qui veulent s'enfuir de leur Bretagne et plein de choses. Bon. Sur coloniseurs, colonisés, intermédiaires, oui. Après, je pense que pour le coup, il faudrait vraiment spécifier selon chaque configuration particulière, parce que certains de ces évolués, par exemple, étaient parfois des gens, ça c'est pour le coup une des choses intéressantes, je trouve, chez Fred Cooper, c'était des gens qui prenaient tout à fait au sérieux les promesses que proposait la colonisation, en disant bah, chiche, et qui disaient on ne veut pas forcément l'indépendance, nous on veut l'égalité dans l'Empire, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et c'est à ce moment-là évidemment qu'on les lâche, parce qu'une colonisation égalitaire est une colonisation infinançable, en tout cas compliquée à financer, et là on les lâche. Mais oui, j'entends aussi ce que sont ces modèles-là, un peu intermédiaires de la nuit et du jour. Oui. Juste un point. J'ai entendu à l'AFD par un responsable assez haut placé l'argument qui consiste à dire, face à des critiques concernant des projets ou de manière plus générale des programmes un petit peu globaux, de dire oui, mais si on n'intervenait pas, ça serait pire. Et ça, c'est vraiment grave. Merci. Je vais faire passer à Marie. Merci. Bonjour Marie Rabansky, sociologue au CIRAD. Moi je voulais revenir, c'est plus une réflexion, hein, mais c'est vrai que j'ai été interpellée par un truc qui moi en tout cas qui me parle beaucoup au CIRAD, puisqu'au CIRAD on fait du développement et puis on a différents métiers au sein du CIRAD, mais certains font du développement et ça en réclame, et puis donc on nous pousse aussi à intégrer l'environnement et l'écologie dans nos réflexions. Et donc vous parliez d'empilement et des politiques publiques de l'environnement, de pauvreté, de développement, hein, c'est ça que vous disiez, puis finalement éventuellement vous disiez que ça s'annule dans la plupart des cas. Et donc moi je voulais revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est quelque chose qui me questionne au CIRAD, hein, dans la mesure où on peut observer une dynamique de verdissement des politiques de développement, de verdissement des politiques de pauvreté. Donc, éventuellement, elles peuvent s'annuler, mais peut-être qu'aussi elles peuvent se confronter. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des négociations. Enfin, je me disais que ça méritait... c'est une réflexion, hein, de s'interroger sur cette rencontre, hein, et ce à plusieurs niveaux. Alors au niveau international, il y a un bouquin justement qui est sorti sur le verdissement de la Banque mondiale, et puis au niveau local, on voit aussi, hein, ce que je veux dire, c'est que ça s'annule pas forcément, que c'est négocié, que ces négociations entre environnement, pauvreté, environnement et développement, elles sont intéressantes, bon, voilà, c'était plus... voilà. Oui, alors... Ça renvoie à la transversalité des politiques environnementales. Enfin, bon, bref. Non, mais je suis d'accord, ça ne s'annule pas forcément. L'annulation dans l'annulation, je pensais en fait à un cas qui n'est pas spécifiquement une politique environnementale, qui est plutôt ce qui se passe dans le cas du Mali, parce qu'évidemment, j'ai plus le Mali en tête qu'autre chose. Qu'est-ce qui se passe au Mali quand on voudrait à la fois que le Mali développe et lutte contre la pauvreté, éventuellement un peu contre la désertification, et en même temps réforme son code de la famille, et en même temps lutte contre le terrorisme au nord. C'est fini. Déjà, sur la question de l'empilement, parce que je pique ça à Thomas Birschenk, qui parle de, je cite, la logique d'empilement qui imprègne les policy papers, et qui désigne comme un exemple de ce qu'il appelle une forme de tolérance répressive. Je le cite.
Dans les 3 rapports majeurs sur l'Afrique produits par la Banque mondiale depuis le début des années 80, les paradigmes structurants et les notions clés ne se substituent pas les unes aux autres, mais s'empilent les unes sur les autres, de sorte que ce que nous trouvons dans le rapport de 89 n'est pas une alternative à l'ajustement structurel proposé dans le rapport Berg quelques années auparavant, mais ajustement structurel plus gouvernance, et dans le rapport de 2001, on a ajustement structurel plus gouvernance, plus participation, plus réduction de la pauvreté. Voilà, c'est ça, ces logiques d'empilement qui font qu'on est dans des espèces après de configurations qui, voilà, on ne peut pas forcément tout faire. Mais oui, bien sûr, après, moi, si je rebascule dans le monde réel, je voudrais bien qu'il y ait à la fois et du développement et un environnement qui n'aille pas trop mal. Enfin, bon. Et des fois, je pense qu'on peut y arriver. Enfin, dans certains cas, ça peut marcher. C'est intéressant, justement, dans la conversion du monde du développement. C'est intéressant de voir la conversion de certains acteurs du développement vers l'environnement et inversement, parce que la manne financière, elle est du côté du développement, quoi. Oui, et d'ailleurs, juste pour rebondir, j'y pense au sujet donc, de ce livre. On avait discuté avec eux parce qu'ils avaient aussi mené une enquête collective sur la COP21. Donc Stéphane Aïkout, Jean Foyer, Edouard Morena, Globalizing the Climate, COP21 and the Climatization of Global Debates. Et le papier de Aurore Viard-Crétard et Christophe Buffet s'appelle Climate Change, a new buzzword for the perpetual present of development aid, et dont une partie du propos consiste à dire, bon, il y a un peu un côté revamping du développement qu'on va perpétuer et un peu repeindre par l'environnement, et qui disent en même temps, mais d'un autre côté, c'est aussi parce que les acteurs majeurs du développement s'y mettent, sinon de toute façon, il n'y aurait pas de sous. Enfin, si c'est pas la Banque mondiale qui fait du greening, il n'y a pas grand monde qui va amener non plus des sous, et on attend encore un certain nombre de contributions des États qui sont supposés abonder aux différents fonds verts. Donc oui. Oui, moi, j'ai été frappé par le fait que tu as souligné le dénigrement des populations locales qui seraient destructrices de l'environnement. Et je mettais ça en parallèle par rapport à... Avec Marie, on travaille sur les enceintes de la biodiversité internationale, où les peuples indigènes sont mis en exergue comme porteurs de connaissances sur l'environnement, et où les Africains sont très peu présents, en fait. C'est assez frappant, comme s'il fallait rentrer dans une case peuple indigène pour avoir une légitimité internationale, avoir des savoirs utiles pour l'environnement. Or, n'importe qui s'intéresse aux éleveurs sahéliens ou même aux agriculteurs, enfin, aux pratiques, montre bien qu'il y a énormément de connaissances très fines, mais qui sont invisibilisés complètement par des mécanismes que je ne pourrais pas... Enfin, je ne me suis jamais pensé sérieusement sur la question, mais à t'écouter, je me dis, tiens, il faudrait réfléchir. Qu'est-ce qui fait que cette construction de savoir pertinent sur l'environnement a été bloquée à un moment donné, ou bloquée ou pas bloquée, j'en sais rien, mais en tout cas n'est pas visible, quoi. Ce qui est quand même frappant. J'ai le sentiment que le seul registre légitime de l'autochtonie, au sens on est là et on a le droit de faire un peu ce que nous autoriserait à être le fait d'être d'un endroit, c'est le registre aujourd'hui du peuple indigène. Sinon, on est juste des gros beaufs racistes. Et donc, si on ne joue pas la néo-tradition, et donc, voilà, même au Forum social mondial, un Maasai prend la parole en tenue traditionnelle et, manque de bol, son téléphone sonne. La moitié de la salle se marre parce que ça ne va pas qu'un Maasai ait un téléphone portable. Alors Dieu merci, c'est intéressant, ça a été recadré après par des militants en disant mais où est le problème les gars qu'un Maasai en tenue traditionnelle ait un téléphone portable. Mais c'est intéressant sur ce que ça dit des attentes de performance au nom de néo-tradition locale et ancrée. Et puis c'est la différence aussi qu'il y a entre l'acception de l'autochtonie, et on a fait les rares cas de peuples reconnus comme autochtones qui se sont inscrits, que les pays se sont précipités pour inscrire. Au Cameroun, c'est les peuples Bororo qui sont là depuis le XVIIIe siècle, qui sont guère autochtones, et puis probablement les Maasai aussi, parce que ce sont des pasteurs et qui sont en mesure de se montrer en costume traditionnel de pasteur. Enfin, c'est un petit peu blessant ce que je dis, mais il y a vraiment beaucoup de ça. Donc il y a l'histoire de l'autochtonie, de l'acception de l'autochtonie qui joue beaucoup. Et sinon, eh bien, je propose que l'on close ce séminaire en vous remerciant vraiment très chaleureusement pour cette discussion.